Croire qu'on va pouvoir faire la transition énergétique sans faire décroître la taille de l'économie, soit c'est des incompétents, soit c'est des menteurs, soit c'est des imposteurs, mais ça peut être rien d'autre. Ma liberté d'acheter ces baskets qui oui, Fabrice. Ça s'appelle la responsabilité. Moi je dis souvent que en face la statue de la liberté à New York, là, il faut tout de suite construire une statue de la responsabilité. Si on veut garder un peu de liberté, il faut qu'on soit un petit peu plus responsable. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Bienvenue sur Limite, je m'appelle Vince, on est ici pour parler de choses très importantes les amis parce que honnêtement, si je pouvais continuer à faire des vidéos pour parler de la pluie et du beau temps, je le fais de temps en temps, si je pouvais faire des vidéos pour parler de choses un petit peu qui ne servent pas trop à grand chose, un peu du divertissement, je vous jure que je l'aurais fait. Mais on est dans un état des lieux aujourd'hui qui fait qu'on doit tout transformer, on doit trouver des solutions à plein de problèmes. Et c'est pour ça qu'on parle de limite planétaire, limite des ressources et limites humaines. Likez, commentez, abonnez-vous et n'oubliez pas le Tipeee et le PayPal Me parce que si aujourd'hui on a cette chance encore de pouvoir vous produire des vidéos, eh ben c'est intégralement grâce à vos dons. Donc merci déjà pour tous ceux qui sont en train de le faire depuis pas mal de temps et il n'y a pas de petits dons, vraiment. Moi je pars du principe que l'union fait la force, c'est la devise de la Belgique. Et c'est ça qu'il va falloir garder surtout en tête. Donc merci du fond du cœur. Le Discord, le lien est disponible pour agrandir cette communauté. Et aujourd'hui, on va parler solutions. Oui, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Les entreprises, quel rôle elles ont à jouer. On parle beaucoup des politiques, on parle beaucoup des citoyens. Aujourd'hui, chère société, ça va être à votre tour. Et pour cela, j'ai l'immense honneur de recevoir un taulier, s'il vous plaît, Fabrice Bonifay. Bonjour. Salut Vince. Comment tu vas? Mieux que l'humanité. Ah oui, ça c'est certain, mieux que l'humanité. Ouais. Mais je pense que tu es un mec qui a la tête dans le guidon depuis pas mal d'années. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu et qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Fabrice Bonifay, j'ai été longtemps dans un grand groupe industriel diversifié en tant que responsable de la RSE. J'ai exercé ce métier pendant 18 ans, au plus haut niveau. Et aujourd'hui, je préside la principale association en France qui fédère les responsables RSE. On est près de 400 entreprises dans cette association, ça s'appelle le C3D. Et plus récemment, on a confondé avec un collectif d'acteurs le mouvement GenAct, qui vise à former les salariés conscientisés qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment. Donc pour les faire monter en compétence sur les sujets des modèles économiques à visée régénérative, et deux, leur permettre d'expérimenter dans leur sphère d'influence, dans leurs organisations, soit leur entreprise, soit leur territoire, des modèles d'affaires pour enfin réconcilier l'impératif écologique avec la nécessité économique. Donc moi, mon credo, c'est pas le pourquoi, parce que le pourquoi, il y a énormément de gens qui expliquent pourquoi il faut agir, et ils sont nécessaires ces gens-là, parce qu'il y a encore un certain nombre de gens qui n'ont toujours pas compris. Mais donc moi, mon credo, c'est pas le pourquoi, parce que le pourquoi, je crois ces gens-là, je crois les scientifiques, je crois ceux qui nous alertent depuis des années, mais je pense qu'on a aussi besoin de gens qui disent « Ok, très bien, ok, so what, on a compris que c'était grave, mais qu'est-ce qu'on fait docteur ?» Donc moi, je suis plutôt dans la partie comment transformer les modèles, transformer les consciences, faire en sorte qu'on puisse continuer de payer des salaires, mais si possible, en essayant de régénérer toutes les bêtises, et régénérer les écosystèmes, donc correspondant à toutes les bêtises qu'on a pu commettre en émettant, en polluant, en émettant du CO2, en polluant les écosystèmes avec les activités économiques. Parce que comme tout le monde le sait aujourd'hui, produire la valeur économique ne c'est pas forcément synonyme de protection des écosystèmes. Au contraire, même, plus je gagne de l'argent aujourd'hui, plus je détruis le vivant. C'est quand même anachronique. Donc il faut casser ça le plus vite possible et reconstruire autre chose pour faire en sorte que la création de richesse au sens économique du terme, ne soit pas synonyme de destruction du vivant, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est pas durable. Alors, tu sais, les entreprises, on fait toujours une différence. Il y a les grosses entreprises, les multinationales, avec des plans, qui dépendent de terminaux centraux qui sont aux États-Unis, de l'autre côté de la planète. Et puis, tu as les PME, les petites entreprises qui ont aussi des activités. Et parfois, on part avec un biais. Et moi, je suis parti longtemps avec un biais en me disant « Putain de merde, excuse-moi mon vocabulaire, je peux pas avoir confiance aux entreprises. J'ai l'impression qu'elles sont tellement dans un logiciel de recherche de croissance à tout prix, de trouver toutes les méthodologies pour optimiser les revenus, qui fait qu'en fait, ils sont en train de pousser le délire plus loin et surtout, tu sais que on va utiliser des technologies vertes pour continuer ce qu'on est en train de faire et au final, potentiellement peut-être faire pire. Et c'est là que je vais te poser une question en disant, mais est-ce que tu penses vraiment qu'il est possible aujourd'hui de faire une entreprise ou un conglomérat ou plusieurs entreprises qui régénèrent, qui ont une vision du monde diamétralement opposée et qui font du profit?
Elle n'a pas le même profit. En tout cas, pas des TRI à 15 ou 20, 25%, ça c'est plus possible, c'est sûr et certain. Parce qu'à partir du moment où on incorpore dans le modèle économique les étages technologiques qui vont permettre donc de prendre en compte la destruction des écosystèmes, pour faire en sorte que le process de fabrication de tout et n'importe quoi, on ne se contente pas simplement de respecter le droit environnemental, mais qu'on va au-delà, forcément ça va coûter plus cher. Et donc il va falloir le faire accepter au client qui paye, et si ce client qui paye ne l'accepte pas, il va falloir changer de modèle en tant que tel pour qu'in fine il puisse le payer. Et donc c'est sortir en fait tout simplement de l'économie linéaire. Le grand sujet, c'est comment on passe d'une approche linéaire à une approche dite permacirculaire. Et là, il faut tout changer. Et là, c'est possible de continuer de gagner de l'argent, moins, et ce qu'on va perdre en profitabilité, on va le gagner en durabilité. Et donc c'est comment on va faire comprendre aux parties prenantes, à commencer par les actionnaires, que ce qui est important finalement pour une organisation, c'est pas tant le profit en tant que tel à court terme, c'est est-ce que l'entreprise va être capable de démontrer que dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, elle sera toujours là. Et je pense que ce discours-là, vis-à-vis de certains types d'actionnaires, il commence à être audible, parce que de toute façon, il n'y aura pas de prospérité économique sur une planète qui va devenir invivable. Et ça, on peut considérer qu'il y a peut-être 1%, 2%, j'en sais rien, de gens qui commencent à comprendre que de toute façon, la continuité linéaire du passé en matière de business, ça ne garantit en rien les succès futurs. En rien. Et alors ça, très longtemps, les entreprises n'avaient pas conscience de ça parce que beaucoup de petites voix disaient bah oui, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions technologiques pour. Oui, les investissements d'aujourd'hui sont les solutions technologiques de demain. C'est le narratif néolibéral, École de Chicago, qui disait que oui, il y a plein de problèmes, mais à autant de pourcentage de croissance, autant de pourcentage, c'est véridique, c'est dans leur témoignage. 2050, on aura atteint des solutions technologiques qui viendront. Oui, mais ça c'est faux. On sait que c'est faux pour 1000 raisons. Disponibilité des ressources, maturité des technologies, dans le déploiement des technologies. On sait maintenant, c'est assez facile à démontrer que ça n'arrivera pas. Je ne dis pas que la technologie n'aura pas de rôle. Un petit rôle, incontestable. Mais le principal levier pour arriver à concilier en fait l'impératif économique et la nécessité écologique, ça va être de réinventer des récits, pour notamment les pays à haut revenu qui sont les plus concernés par la diminution de l'empreinte écologique de leur mode de vie. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas concerné de la même manière. On sait que les 1% les plus riches, c'est à peu près 20 ou 30% de l'empreinte carbone planétaire, et que les 10% les plus riches, c'est 50% de l'empreinte carbone planétaire. Donc on ne va pas demander à ceux qui n'ont pas accès... 1% c'est 15%, je tiens à le rappeler. 1% c'est les 15%, c'est important. Et c'est complètement dingue, ces chiffres-là. Donc l'objectif, c'est déjà de faire comprendre à ces gens-là qu'on peut être heureux, on peut vivre dignement, en étant moins polluant. Donc, et ça ne veut pas dire renoncer à tous les plaisirs matériels, mais ça veut dire réaménager complètement son mode de vie et avoir d'autres rêves que d'aller toujours plus loin en avion, d'avoir toujours la plus grosse bagnole, d'avoir toujours plus de vêtements, etc. Donc ça, c'est un nouveau narratif qu'il va falloir que les entreprises mettent en place, et avoir une autre forme de publicité également. Passer d'une publicité qui incite à acheter pour posséder à une publicité qui incite à utiliser, mais pas forcément posséder. Parce que dans le monde de demain, il faut bien comprendre ça, l'objectif c'est de moins produire. Moins produire, mais comment les entreprises vont-elles rembourser leurs prêts, etc. Moins produire, ça ne veut pas dire forcément baisser les flux financiers. Quoique. Mais en tout cas, on peut aujourd'hui admettre que si on fabrique des produits qui ne sont plus à obsolescence programmée, parce qu'aujourd'hui, les entreprises extraient des matières premières, fabriquent des produits avec des convertisseurs alimentés par des énergies qui sont majoritairement fossiles, au niveau de la planète, au niveau du mix énergétique mondial. Ces produits sont utilisés d'une façon extrêmement... ça ne dure pas très très longtemps pour certains types de produits, parce qu'il y a toujours cette machine derrière qui incite les gens à réacheter pour un prétexte souvent qui est quasiment anecdotique, de pseudo-innovation, ou par la publicité, ou par les influenceurs. Enfin, il y a une incitation au réachat permanent, parce que le réachat, c'est le chiffre d'affaires des entreprises. Donc il ne faut pas que les produits durent trop longtemps. Et c'est toujours dans une logique donc, de massification, de productivité, de production. Plus on produit, plus on vend, plus on gagne de l'argent. Et ça finit où tout ça? Ces produits, ça finit à la poubelle. Et donc le taux de recyclabilité des matières premières aujourd'hui, c'est anecdotique. Sur les 96 000 milliards de PIB, 100 milliards de tonnes de matières premières,
7,2% de ces 100 milliards de tonnes retournent dans l'économie. Et c'est principalement la biomasse. Et c'est de la biomasse parce qu'en fait, tout ce qui est transformé, les alliages, les polymères, etc., il y a un peu de recyclabilité, mais c'est de la recyclabilité faible. Parce qu'on sait très bien que quand on a recyclé 2 fois, 3 fois, 4 fois, les matériaux perdent leurs caractéristiques et on est obligé en permanence d'aller chercher dans les ressources primaires pour réalimenter les machines économiques. Ça, c'est écocide. Pourquoi? Parce qu'on est sur une planète qui est ronde et cet extractivisme forcené pour aller chercher toujours plus de matières premières, notamment des matières premières minérales, premier producteur de déchets aujourd'hui, ce sont les déchets miniers, 246 milliards de tonnes, enfin, c'est juste complètement dingue. Bien ça ne pourra pas durer des années, compte tenu que ça vient en compétition avec les espèces, avec l'habitat des espèces vivantes. Et quand on détruit tous ces habitats, on détruit la biodiversité. Et il n'y a pas que le problème du carbone, il y a le problème aussi, bien sûr, et avant tout d'ailleurs, la biodiversité. Et quand on voit l'énergie d'extraction de tout ça, c'est juste pas tenable. Donc, il faut fabriquer moins. Pour fabriquer moins, il faut utiliser plus. C'est ça, en fait, la clé du système. C'est-à-dire qu'en fait, on est aujourd'hui au pic de la fabrication de mètres carrés dans les pays à haut revenu, au pic de l'utilisation, enfin de la production de voitures, au pic d'utilisation de tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a construit. Bétonisation, tout. On est au pic de tout. Et tout le monde a tout, mais tout le monde n'utilise pas tout en même temps. Je répète, tout le monde a tout, mais n'utilise pas tout en même temps. Je ne parle pas des gens qui n'ont rien, je parle des gens qui ont tout. Je veux penser à mon voisin qui a acheté un Karcher qu'il utilise une fois dans l'année. Ah ben voilà, le Karcher, l'appareil à raclette, la perceuse, le taille-haie, et puis dans les entreprises c'est pareil. Et quand tu fais la somme de tous ces trucs-là qui sont dans les placards, qui sont stockés dans les placards 99% du temps, la voiture c'est 96% du temps, les bâtiments sont utilisés à entre 15 et 20% du temps, donc 80% ils sont vides, on est d'accord. Tout ça, c'est des matières premières qui sont mobilisées, mais qui ont été transformées avec des énergies fossiles très très majoritairement, et qui ont contribué à détruire la biodiversité, mais à détruire le climat aussi, parce que pour fabriquer ces trucs-là, on a consommé de l'énergie grise de transformation de ces matières premières. Et on se retrouve devant un constat qui est affligeant, c'est qu'avec des taux d'utilisation extrêmement bas, eh bien une fois que le produit il est fabriqué, il ne rapporte plus rien, parce qu'il est fabriqué, et sa destinée, c'est de devenir un déchet. Et une fois qu'il est déchet, c'est dispersé dans la nature, c'est brûlé, ça c'est la valorisation énergétique dans le meilleur des cas, mais dans beaucoup de cas, c'est tout simplement enfoui, donc c'est perdu forever. Ce modèle-là, c'est le modèle qui nous a permis, nous, dans les pays aux revenus, d'avoir un certain niveau de vie matériel, mais qui est complètement délétère. On ne pourra pas rejouer le même sketch dans les 30 ans qui viennent, parce qu'aujourd'hui, si on regarde ce que les industriels prévoient comme croissance pour la fabrication des produits d'aujourd'hui, et notamment le transfert du tout thermique, notamment pour la partie transport au tout électrique, ou le développement de l'intelligence artificielle, de l'IT, etc., eh bien on sait, et tu as eu des gens bien plus compétents que moi derrière ce micro qui en ont parlé, qu'il y a des limites à l'utilisation des métaux de base qui sont nécessaires et qu'on ne pourra pas, parce qu'il faudrait qu'on multiplie grosso modo par 3 la production de cuivre entre maintenant et 2040, x 17 sur le nickel, x 19 sur le cobalt, très bien, mais comment on va pouvoir multiplier par X ces productions alors que les taux de concentration ne font que baisser, et tant bien même ce n'est pas un problème de quantité, il y en a assez sur la croûte terrestre, mais l'énergie pour aller la chercher et la place que ça va prendre, ça va faire que ça va devenir ingérable. Donc, fabriquer moins, c'est passer ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée à la pérennité programmée. Donc, ça veut dire que moi, en tant que consommateur, toi, tu as lancé une entreprise de machines à laver. Oui. Aujourd'hui, la machine à laver, on te dit garantie 2 ans. Tu sais qu'à parfois 4, parfois une extension de garantie qui te coûte plus cher. Tu peux tirer jusqu'à 5, 6 grands max. Je crois qu'il y a eu des lois qui commencent à arriver d'ailleurs à ce sujet-là. Anti-obsolescence, oui. Voilà, mais je les connais pas par rapport à la France. Ouais. Mais globalement, c'est un peu ça la réalité. Et puis boum, le truc tombe en panne et vous connaissez ce cliché. Alors peut-être qu'il y a un biais derrière, peut-être qu'il y a une sorte de loi de Murphy en mode de la contrariété. Mais quand on achète un produit et qu'on a passé la garantie, il se passe des trucs pas très cool généralement juste après. Ça veut pas dire que c'est un plan, mais forcément le constructeur s'est dit bon là on sait qu'on peut assurer au moins autant de temps. L'idée maintenant c'est que la machine à laver que tu viens de vendre potentiellement, je te la vends plus. Ah, tu me la vends même plus à moi. Non.
Je pensais que tu allais me vendre un truc qui dure 10-15 ans. Mais non, je te la vends plus. Ah, tu fais comment alors? Je te la loue. Tu me la loues? Oui. Mais elle est chez moi? Oui. Ou elle est dans un endroit quelque part où tout le monde va? Ça sera encore mieux. Ok. On va peut-être pas tout faire en même temps, enfin pas pour tous les produits en tout cas, parce qu'il y a des produits c'est plus facile de les mutualiser Bien sûr, que d'autres. Il y a dans certains pays, c'est une question de culture après ça, hein, où on est déjà sur des buanderies partagées, y compris dans des pays d'ailleurs assez développés. Hein, mais ça dépend. Mais donc tu me la loues. Oui. Juste un truc, c'est intéressant cette vision de la location, mais t'as pas peur que ça fasse une sorte d'effet rebond où si tu me la loues, elle t'appartient. Si elle a un problème technique, faut que je te la renvoie. Et explique. Non. Dès lors je challenge un peu. Hein. Non, mais quand tu es dans une logique de pérennité programmée, le fabricant de la machine, il va pas te faire la même machine. Pas du tout. Parce que lui, il va être rémunéré, non pas sur le fait qu'il va te vendre le produit, parce que quand il te vend un produit et qu'il en perd la possession, quelle va être la décision, le critère premier de décision d'achat du client? Le prix. Le prix. Donc, parce que les gens achètent souvent, la plupart du temps, parce que c'est moins cher. Et donc, un industriel qui sait que le critère numéro 1 ou l'un des critères principaux, c'est le prix, bah, il est dans une logique de performance. Hein, on sait la différence entre robustesse et performance. Donc, performance, ça veut dire que le manufacturier, l'équipementier, il sait que sa machine partira à tel prix parce que ses concurrents sont à peu près à tel prix. Donc lui, il va exercer une pression phénoménale sur ses propres partenaires, sur ses fournisseurs, jusqu'au rang 7. Hein. Le rang 7, c'est l'extraction de la matière première, primaire, parce que tout ce qu'on a autour de nous, ça vient de la nature, de toute manière, pour avoir le prix le plus bas, de manière à être dans le prix du marché, le fameux prix du marché. Voilà. Et tout ça, ça conduit l'industriel à tout optimiser, à mettre le minimum de matières premières dans chacun des composants pour que, bien sûr, au moment de la livraison chez le client, ça fonctionne. Ça assure le truc. Au moins la période de garantie légale, parce que la garantie, elle est imposée par la loi. Parce que je te garantis que si c'était pas imposé par la loi, ça durerait encore moins longtemps. Mais par contre, il n'y a pas un gramme de plus, parce que souvent, passé la période de garantie, comme par hasard, ça tombe en panne. Et souvent, c'est voulu même par l'industriel. Alors maintenant, c'est interdit par la loi, mais pendant très très longtemps. C'est difficile de le prouver. Hein. Oui, enfin, c'est difficile de le prouver, mais à partir du moment où tu optimises tout, il y a forcément un truc qui finit par tomber en panne, même si c'est pas, même si c'est le composant, on a ciblé un composant. Il y avait un documentaire qui avait montré pour une grande marque, je citais pas la marque parce que c'est un peu méchant pour eux, d'imprimante. Je n'ai aucune pitié. Voilà. HP. Bon, je dirai rien. Ils avaient programmé l'obsolescence de l'imprimante. Avec une puce, par un logiciel, pour dire voilà, au bout de X cycles ça va s'arrêter. Mais ça c'est démontré, ça on peut le démontrer. Ah bah oui. Voilà. Mais quand c'est une obsolescence qui est basée sur la qualité d'un matériau, genre tu passes d'un alliage à un autre alliage qui est un peu moins bon, mais il coûte beaucoup moins cher, donc il diminue le prix de ta machine, on sait que l'alliage il va finir par péter. Bah oui, comme un élastique. Voilà. À force que tu fais comme ça, tu as un élastique qui finit par péter. Là, effectivement, il y a des industriels, mais d'ailleurs il y avait même des gens des ingénieurs qui étaient spécialisés dans ce genre de trucs. On se dit, comment c'est possible? Mais oui, c'est possible. Et comme aujourd'hui, le coût du travail est beaucoup plus important que le coût des matières premières et le coût des externalités négatives, ça coûte rien de polluer. Voilà, ça coûte rien. Dès lors que tu respectes le droit de l'environnement qui fait partie, non pas par des représentants du vivant, mais qui sont faits par des hommes et des femmes qui connaissent rien au problème et qui fixent des seuils qui sont non pas des seuils relatifs à ce qui devrait être pour protéger pour rester dans les limites planétaires, mais qui sont pour protéger le business. C'est complètement différent. Donc, je reviens à la machine qui est complètement optimisée, quelle qu'elle soit. Quand elle est optimisée, elle est fragile. Parce qu'on sait que tout ce qui est optimisé, c'est fragile. Donc, ça tombera en panne. Donc, comme ça coûte plus cher à réparer, bien sûr, par les coûts de main-d'œuvre, qu'à jeter et en racheter une, que vous disent des vendeurs des grandes centrales de distribution de ces machines-là, mon pauvre monsieur, oui, elle a 5 ans votre machine, déjà vous devriez être content, elle a été 2 ans au-delà de la période de garantie. Le plus simple, c'est, allez, il y a d'autres modèles, tout neuf, allez-y, et tout ça, ça finit à la poubelle. C'est horrible ce moment. Vous l'avez sûrement eu pour votre téléphone. Ah, mais autant mettre 100 € de plus, mais vous rachetez le nouveau. Bon, de toute façon, ça nous est tous arrivé, c'est le modèle que l'on connaît, et on se dit, on est tous en train de se dire, mais de toute façon, comment peut-on faire autrement? On peut faire autrement avec ce qu'on appelle la pérennité programmée. C'est-à-dire que la pérennité programmée, on dit, la machine, on en a l'usage,
mais on n'en a pas la propriété. Voilà, donc l'usage, on arrive sur des machines, quelles qu'elles soient. Hein. Vélo. Mais ça peut être un vélo, ça peut être une voiture, ça peut être une perceuse, ça peut être n'importe quoi. Même pour les entreprises, en fait. Hein, et surtout pour les entreprises. Avant d'attaquer le B2C, où il y a un aspect affectif, un aspect capital, tout ça, commençons à faire de l'économie de la fonctionnalité, c'est comme ça que ça s'appelle, entre entreprises. Heureusement, il y en a beaucoup qui le font, hein, mais il n'y en a pas assez. Ce qu'il faut, c'est, d'ailleurs, GenAct, on va en parler, qui est l'association qu'on vient de créer. Le but, c'est pour faire la grande bascule, pour aller vers cette économie-là, et il y a plein de choses à changer. Donc, une entreprise qui décide de passer en pérennité programmée se dit, finalement, moi, je vais gagner de l'argent en louant le produit que je mets à disposition, soit d'une autre entreprise, soit d'un client consommateur. Donc, mon produit, il a intérêt à être hyper robuste, parce qu'à chaque fois que je vais intervenir sur la machine pour la maintenir en état, parce que je vais être rémunéré sur le bon fonctionnement de la machine, non pas sur la vente de la machine, mais sur son bon fonctionnement. Si on fait par exemple, un exemple, on prend les ascenseurs. Les ascenseurs, les ascenseurs, c'est pas du B2C, hein, c'est forcément du B2B. Soit l'industriel qui vend des ascenseurs vend un ascenseur, soit ils vendent de la mobilité verticale. La mobilité verticale, c'est que si l'ascenseur fonctionne, l'utilisateur du bâtiment, le locataire ou le propriétaire, il paiera que si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il ne paye pas. Et donc, le fabricant de l'ascenseur, il n'a pas du tout intérêt à ce que ça ne fonctionne pas, parce que si ça ne fonctionne pas, il n'est pas payé. Donc, il va forcément... tout le modèle pour être sûr que le truc dure longtemps. Dure longtemps. Mais c'est pas fini. Donc du coup, il va dire, ok, très bien, alors là, si je suis payé à l'usage, oulala, mais je vais pas te mettre les mêmes courroies, je vais pas te mettre les mêmes poulies, je vais pas te mettre les mêmes poussons-poussoirs en plastique qui vont se casser au bout de 10 fois. Non, je vais te mettre du matos vraiment bien robuste, là. Sinon, ils arrêtent de me payer, quoi. Parce que de toute façon, ils vont arrêter de me payer, et pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Parce que comme l'industriel va rester propriétaire de son produit, il va connaître vachement bien son produit parce qu'il va être en interaction permanente avec son utilisateur. Donc ça va, toutes les datas d'utilisation, quand est-ce qu'il l'utilisait, dans quelles conditions il l'utilisait, ça va lui permettre d'avoir une courbe d'apprentissage bien plus fine que lorsqu'il se débarrasse du produit. Il ne sait pas comment le client l'utilise. Donc ça permettra pour l'amélioration continue de faire plein de progrès. Et surtout de renforcer ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc non seulement le produit va être de meilleure qualité, mais l'expérience utilisateur va être renforcée. Le client, il va avoir un ascenseur qui sera jamais en panne. C'est quand même pas rien quand même. Parce que le produit sera plus robuste. Mais c'est pas ça qui est encore le plus important. C'est qu'avec un produit qui va durer 2, 3, 4, 10 fois plus longtemps, eh bien, in fine, c'est clair que le produit finira, pour des raisons logicielles, pour des raisons tout ce que tu veux, il va falloir le récupérer. Mais il aura été conçu de telle manière que tout ne sera pas envoyé au recyclage, mais il y a certaines pièces qui vont pouvoir être réemployées parce qu'on va rentrer sur des logiques de plus grande standardisation. Et il y a certaines pièces, qui vont être, d'ailleurs Dell commence à le faire pour les ordinateurs, qui vont être démontées proprement. Et comme certaines pièces n'ont pas de phénomène d'usure, par exemple, parce que ce sont des pièces qui permettent de faire des calages, qui permettent on va pouvoir prendre ces pièces et les remettre dans une autre machine, sans avoir à les transformer. Donc ça, c'est cool. Et s'il y a des pièces qui nécessitent d'être recyclées, comme l'industriel qui l'a fabriqué, il sera toujours là, où il y aura des groupes industriels qui vont se fédérer pour rentrer dans cette logique d'économie de la fonctionnalité, elles seront plus facilement recycler les parties qui doivent être recyclées pour que ça soit remis ensuite dans le circuit industriel. Donc pas de déchets. Donc avec ce type de produit, on tombe sur le zéro déchet ultime. Soit c'est réemployé, soit c'est recyclé. Et là, on rentre dans cette logique donc, de durabilité forte, de soutenabilité forte, ce qui permet à l'entreprise non seulement de sortir complètement de sa dépendance à l'extraction des matières premières, parce que l'entreprise va mettre ses matières premières dans son produit, et ces produits vont être mis chez ses clients, et les clients vont être les gardiens des matériaux constitutifs du produit. Donc le produit devient quoi ? Le produit devient une banque de matériaux. Donc on ne verra plus jamais les produits demain avec cette économie comme un futur déchet, parce que tout ce qui nous entoure ici,
aujourd'hui, on le perçoit comme des futurs déchets, parce qu'il n'y a pas de vie après la vie d'un produit. Là, on verra les produits, on dit, ah, ça, cette porte-là, ben, c'est pas un futur déchet, c'est une porte. Aujourd'hui, elle est porte, et demain, elle sera encore porte, très 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 longtemps. Donc, on va dire, mais à partir du moment où on est entouré de produits à pérennité programmée, on ne voit plus du tout les choses de la même manière. C'est incroyable le terme pérennité programmée. Je te laisse terminer parce que tu voulais. C'est pas de moi, c'est Christian Breuer qui a inventé ça. Mais je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, alors pourquoi c'est intéressant pour les industriels? Pourquoi ça ne marchait pas avant? Et pourquoi ça va marcher demain? C'est sûr que ça va marcher. C'est que dans le déboursé sec du coût d'un produit, donc tout ce qu'on doit dépenser pour fabriquer tout et n'importe quoi, pendant très 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 longtemps, pendant des décennies, le coût des matières premières, mais c'était anecdotique. Et c'est encore le cas pour beaucoup de produits. On ramassait. Parce que comme les coûts d'extraction, l'extraction a énormément progressé d'un point de vue technique, si tu as un produit qui valait 100 €, le coût des matières premières, c'était quelques euros. Que dalle. Et comme en plus, il n'y avait pas d'obligation pour les entreprises de régénérer, de réduire les externalités négatives associées à l'extraction des produits, mais pourquoi s'emmerder? Je récupère des minerais de fer, du minerai de cuivre, et puis les déchets, bon, je respecte la loi des hommes, là, qui est bien en deçà de ce qu'il faudrait faire, je suis conforme, basta. Alors qu'on sait très bien que si on voulait vraiment faire quelque chose net, zéro impact, il faudrait des étages technologiques autrement plus puissants que ce qu'on a aujourd'hui. Sauf que, la grande accélération, on est au pic d'extraction de tout et de n'importe quoi, on utilise tous les éléments périodiques du tableau de Mendeleïev aujourd'hui, et que depuis quelques années, les industriels voient bien, malgré leur théorie farfelue de soutenabilité faible, quand il n'y a plus de brioche, quand il n'y a plus de pain, on mange de la brioche, non, c'est pas si simple, il y a des métaux, il y a des éléments qu'on ne peut pas remplacer, qui ne sont pas substituables. Eh bien, le coût des matières premières dans la fabrication des produits ne cesse d'augmenter. Et certains industriels se disent, mais non seulement ça me coûte de plus en plus cher d'acheter des matières premières, mais il y a un contexte géopolitique qui fait que, quand bien même il en reste encore, c'est tellement concentré dans très peu de pays qui sont les pays qui vendent ces matières premières raffinées, que quand tu avais 15 fournisseurs potentiels pour ta matière première, je me suis fâché avec un tel, je vais acheter à l'autre. Mais aujourd'hui, ça se concentre de plus en plus, et on sait vis-à-vis de quels sont les pays qui sont aujourd'hui, qui ont préempté en fait ces matières premières et qui savent les raffiner, de moins en moins. La Chine, par exemple. Qui vont les chercher, qui vont les raffiner, qui les assemblent aussi. Et là, les entreprises vont être vachement dépendants de ces pays producteurs. Et là, ils se disent, là, finalement, c'est eux qui fixent le prix, quoi. D'où la volonté d'un autre projet de société, d'entreprise, qui sort en fait de cette vision américano-chinoise, qui est de continuer à extraire, à transformer et à vendre. Je t'aime, monsieur Vince. Il faut arrêter ça. Il faut aller vers une économie où on va arrêter l'extractivisme. Donc, les bâtiments, les produits vont devenir des banques de matériaux pour sortir de cette dépendance aux fournisseurs de matériaux primaires. Ça, c'est vraiment essentiel. Qui peut en fait avoir un effet de cascade chez eux, parce qu'à partir du moment où ils perdent un marché comme l'Europe, au fur et à mesure qu'ils se reconcentrent sur ces ressources, eux de leur côté, c'est un gros manque à gagner. Ils vont faire comme nous. Et ils vont aussi se heurter aux limites planétaires, aux limites des ressources. Ils vont faire comme nous. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à s'y mettre en premier, parce que Jean-Marc a raison, tout le monde le sait, enfin pas tout le monde hélas. Non, pas tout le monde, mais, surtout les politiques. Mais l'Europe n'a pas de ressources minières. L'Europe n'a pas de ressources énergétiques fossiles, et c'est une très bonne chose. On importe tout à 90%, et qu'on a tout intérêt à dépendre de moins en moins des pays producteurs, parce que c'est eux qui fixent le prix, de toute manière, et quand il y en aura de moins en moins, les prix vont être de plus en plus importants, et un jour même, ils garderont ces matières pour eux-mêmes, et nous, on n'aura pas adapté nos modèles économiques, et on n'aura plus de ressources. C'est ça. Et là, ce sera une catastrophe. Donc, l'Europe a tout intérêt, parce que l'Europe est un grand continent, très puissant, aujourd'hui encore, mais on est puissant grâce à quoi? Grâce à notre capacité à acheter ces matières premières. Pour l'instant. Parce qu'on peut encore le faire, et à les transformer pour fabriquer des produits de qualité, aujourd'hui, enfin de qualité dans le modèle d'aujourd'hui, et on sait très bien que c'est pas ça la qualité qu'il nous faudrait demain. Mais est-ce qu'on va pouvoir refaire le sketch dans les 50 prochaines années, où en fait l'Europe a bâti une grande partie de sa richesse sur l'exploitation des ressources de pays
que soit elles exploitaient au temps du colonialisme, je sais que tu connais ce schéma-là, ou aujourd'hui, on les achète à des pays producteurs ou à des dictatures, et c'est une espèce de monnaie d'échange. Nous, on vous achète vos matières premières, puis on vous emmerde pas sur le truc. Donc ça, ce modèle-là, ce modèle planétaire, il est délétère. Donc pour revenir à mes bâtiments banque de matériaux, là, dans le prix, demain, les entreprises ont tout intérêt à thésauriser et à stocker les matières premières chez leurs clients, qui sont les utilisateurs de leurs produits, pour pouvoir avoir un stock qui leur permettra de maintenir leur activité dans le temps sur un stock fini. Et ça, tu parles de manière transformée, réassemblée. Réassemblée, pour qu'on ait le minimum pour que les entreprises... Mais réassemblée d'une autre façon. Il faut les éco-concevoir de manière à rentrer dans des logiques... Pas une Tesla, quoi. Ah ben oui. Bien, si c'est pas démontable, voilà. Si c'est pas réemployable, c'est mort. Parce qu'une Tesla, tu la touches un peu à l'arrière, c'est fini, toute la voiture, elle est fucked up. Mais ouais, mais ça, c'est l'archétype même de ce qu'il faut pas faire. L'adaptation. Voilà, ouais. Exactement. Donc l'objectif, c'est que on arrête de fixer avec des cols, qu'on retrouve des approches assez low-tech. Low-tech, ça veut pas dire basse qualité, bien au contraire. Ouais. Mais où on va faire en sorte de renforcer la démontabilité, le démantèlement propre, de manière à ce qu'on puisse réutiliser un maximum des équipements pour qu'on puisse les réemployer forever. J'ai bien dit forever. Là, avec cette logique-là, on n'est pas sur le retour au Moyen-Âge matériel. Là, hein. On continue de maintenir un très haut niveau d'utilisation, de confort, des produits. C'est pas du tout, comme dirait Biwix, on ne revient pas au dentiste des années 80. Hein. On est toujours sur une approche où on va chérir le meilleur de la technologie, mais pas avec une approche d'obsolescence programmée, avec une approche de pérennité programmée. Mon rêve. Mettre les investissements, le jus de cerveau, non pas d'être dans des technologies qui ont pour vocation de nous rendre encore plus accros pour nous sortir un peu mieux. Regardez, telle montre avec le nouveau modèle, mais quelque chose qui est, alors du coup, fondamentalement utile directement pour l'humanité, quoi. Oui. Parce que, évidemment. C'est un gros changement de paradigme, un gros changement culturel. C'est donc GenAct qu'on a lancé, c'est exactement ça. Alors, GenAct. Donc, des gens qui ont compris que c'était grave, il y en a quand même quelques-uns, heureusement. Il y en a qui nous regardent. Et peut-être des nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue. Et grâce à des gens comme toi, grâce aux scientifiques, grâce à Jean-Co, on a en France et à l'international, parce qu'il y a aussi des scientifiques qui peuvent s'exprimer dans d'autres. Enfin, la France n'a pas le monopole de la prise de conscience, il faut arrêter de dire ça. Hein. Il y a dans tout un tas de pays où il y a vraiment cette prise de conscience. Sauf qu'une fois qu'on a fait la fresque du climat, une fois qu'on a fait l'atelier d'automne, une fois qu'on a regardé les masterclass, une fois qu'on a écouté Limite, etc., et puis, so what, les gens se disent, ok, très bien, mais moi, dans ma vie personnelle, j'ai compris, faut que je consomme moins de fringues dégueulasses, que je prenne plus l'avion, que je mange moins de viande. Ok, ça c'est assez facile à comprendre. Mais dans mon entreprise, qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise? Souvent, on a affaire à des indiennes plumes qui n'ont pas forcément les moyens d'interagir sur le fonctionnement du processus de production, de vente, etc. Tout le monde n'est pas chef dans son entreprise. Hein. Donc, ce qu'on a souhaité, c'est de dire, on peut renforcer le pouvoir d'agir des uns des autres, à condition que les collaborateurs conscientisés puissent connaître les méthodes et les techniques qui vont permettre de produire le monde autrement. Et qu'ils puissent lever la main là, et dire, attendez, ok, le but c'est pas qu'on optimise, ça on a toutes les entreprises, ça c'est la RSE 1.0. Hein. L'optimisation, consommer moins d'énergie, consommer moins de matières premières pour avoir au même résultat, on a toujours fait ça, depuis que le monde est monde. Ça s'appelle de l'optimisation, de l'efficiency, de l'efficacité. Mais on sait très bien que cette efficacité est tout de suite bouffée par les effets rebonds et par la croissance organisée. Voilà. Donc, résultat des courses, on est toujours dans toujours plus de consommation d'énergie, toujours plus d'énergie de transformation et toujours plus de matières premières. Donc, c'est pas ça la soutenabilité. Hein. On doit rentrer dans une soutenabilité propre. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est pas de rien utiliser, mais de rester dans les limites planétaires. Donc, pour ça, il faut notablement moins produire. Il faut ralentir la production du non essentiel. Donc les entreprises doivent déjà se dire, en fait, ce que je produis, est-ce que c'est vraiment important? Donc ça, c'est tous les sujets autour du purpose, de la raison d'être. Est-ce que c'est important au sens, est-ce que ça a une utilité sociale? Et parce qu'on ne pourra pas verdir en même temps les produits indispensables et les baskets connectées qui clignotent la nuit. Ça c'est pas possible. Parce que de toute façon, il y a un problème de quantité. Ma liberté d'acheter ces baskets qui clignotent, Fabrice. Mais ça s'appelle la responsabilité. Moi, je dis souvent que en face, la statue de la liberté à New York, là, il faut tout de suite construire une statue de la responsabilité.
Et il peut pas y avoir, on pourra pas d'ailleurs garder notre liberté si on n'a pas plus de responsabilité. C'est pas possible. Il faut d'ailleurs que la statue de responsabilité elle soit beaucoup plus haute que la statue de liberté. Parce que si on veut garder un peu de liberté, il faut qu'on soit un petit peu plus responsable. On peut pas faire tout et n'importe quoi. J'ai la liberté de te foutre une claque, mais ma responsabilité et ma dignité m'autorisent à pas le faire. Tu vois, on a intérêt aujourd'hui à faire prendre conscience qu'au nom de la liberté, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, surtout quand cette liberté vient détruire les conditions de la vie sur Terre. Parce que ça, c'est quand même une liberté pour tout le monde qu'on doit préserver. Donc, il faut un petit peu de dignité. Donc, oui, il y a besoin beaucoup de pédagogie. Donc, les entreprises doivent accepter de revoir à quoi elles servent. Et pour ça, il ne faut pas qu'elles interrogent simplement leurs clients. Parce que les clients vont leur dire, mais moi, j'en ai besoin de baskets connectées qui clignotent là. Mais d'interroger leurs parties prenantes non contractuelles. Celles qui n'ont pas de lien de subordination avec l'entreprise, mais qui ont quand même un droit pour dire, tu as le droit d'exister ou tu n'as pas le droit d'exister parce que tu peux contrecarrer ma propre liberté. Donc quand on interroge les parties prenantes non contractuelles, par exemple les représentants d'ONG, d'associations, les représentants des droits humains, ben ces gens-là, ils me disent, écoutez, là, vos produits, oui, c'est marrant, techniquement, c'est un beau challenge intellectuel, mais en les fabriquant, vous détruisez mon habitat. C'est pour ça que nous, on pousse, avec GenAct, qui est des représentants des droits de la nature dans les conseils d'administration. Cut, t'es déjà à la moitié de la vidéo et ce qui est vachement cool, c'est que t'es toujours là. Eh bien, je vais te récompenser en t'avouant un secret avant de reprendre la vidéo. Limite à une grosse surprise fin octobre. On va passer à une étape supérieure, hyper importante de l'existence de Limite pour nous et pour toi. Et donc, si tu veux être au courant avant tout le monde et nous soutenir par la même occasion, eh bien, t'as juste à cliquer sur le lien secret. Ouais, en description, il y a le lien vers le projet secret. Tu cliques dessus et nous, on s'occupe de t'envoyer la suite. Bonne suite d'épisode et garde bien le secret. D'ailleurs, le représentant du droit de la nature, c'est une grosse bombe que tu as mis là. Non, pas du tout. Mais non, mais une grosse bombe, j'adore. C'est une bombe de graines que tu balances dans un endroit pour que ça pousse, tu vois. Oui. Tu vois, ça veut dire qu'il va falloir incorporer dans les conseils d'administration la voix de quelqu'un qui représente le vivant, les fleuves, les arbres, voilà, la biodiversité, la planète en général. Oui, et puis qui vont dire, attendez, parce qu'ils ont cette double culture, une culture business, mais surtout une culture du bon fonctionnement des services écosystémiques. Et donc ce sont des humains qui se dégagent de leur rôle d'humain et d'intérêt de l'entreprise. Oui, parce qu'un arbre ne parle pas. Voilà, et donc c'est simplement venir avec des données, venir avec des chiffres en disant, oh ben voilà, l'entreprise veut se diriger vers ça. Toi qui représentes, en quelque part, t'enlèves. Admettons, tu n'y crois pas, mais c'est quand même ton rôle, tu as été nommé pour. Alors, si tu n'y crois pas et que c'est ton rôle, tu as été nommé pour, ça risque de créer un peu le phénomène. Oh, mais je crois que l'arbre, il va s'en tirer, il va s'adapter. Ah, tiens, il y a un rapport sur l'adaptation, il s'adapte à notre pollution, pas de problème. Mais en gros, de représenter, de dire, bon ben voilà, ceci et ces activités-là sont en train de nuire à autant de CO2 dans l'atmosphère. Nous ne sommes pas pour ce nouveau projet qui a lieu à tel endroit. Oui. Et mais alors, donc ça veut dire qu'il faut quand même que ce rôle dans le conseil d'administration ne représente pas une petite partie. Genre, non. Tu peux pas avoir 1% de la boîte. Non, il faut qu'il puisse avoir un droit de veto. Ah oui, donc que tout le monde soit d'accord, enfin il faut qu'il y ait une personne, un droit de veto, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, mais si toi t'es pas d'accord, tu mets ton droit de veto. Mais si les membres du conseil d'administration, le plan stratégique proposé par le directeur général, c'est formidable, puis que le représentant du vivant dit, non, moi je vais vous démontrer que d'un point de vue scientifique, c'est pas une bonne chose que l'entreprise aille par là, parce que de toute façon, ça va contre les intérêts de l'entreprise, parce que c'est contre l'intérêt du vivant, il puisse dire non, je valide pas ça, et c'est lui qui a raison. Tu sais que c'est une dinguerie parce que je suis en train d'imaginer ça dans des bureaux à Wall Street ou dans des grosses entreprises dans la Tour Montparnasse à Paname, j'en sais rien. Je suis en train d'imaginer ça et je me dis qu'avec une certaine génération, ta génération est celle un peu plus au-dessus de toi, parce que tu es un cas à part dans ta génération. Alors j'en connais plein, il y en a qui nous regardent, je sais, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais que quand tu regardes un board à quoi il ressemble, quand même des papis grisonnants qui ont un modèle de schéma de pensée très Reagan, caricature, mais c'est quand même pas mal comme ça. Et venir avec cette... D'ailleurs, j'imagine que tu les vois, tu les rencontres, tu discutes avec eux beaucoup. Tu leur as certainement parlé de cette idée-là. Quelle a été la réaction ? Alors, les réactions éventuellement. Les réactions, c'est oui, mais nous tout seuls, on pèse rien. Donc, comment
caractériser la pollution que nous on va générer par rapport à la pollution de tous les autres. Ah ouais, diffusion de responsabilité. Voilà, voilà. Ou autrement, de toute façon, si nous on le fait pas, les autres le feront. Diffusion de responsabilité encore. Voilà. Oui, mais on va trouver, laisse-nous faire, et puis l'amélioration continue fera qu'il y aura moins d'impact après. Amélioration continue ou pseudo-amélioration continue. Non, mais par exemple, celui qui veut agir trouvera toujours des bonnes excuses, qui veut agir sans prendre en compte cette dimension-là. Mais le représentant du vivant qui met son veto, c'est pas dans une optique de briser l'entreprise. C'est pour obliger l'entreprise à raisonner différemment et intégrer dans son processus les dispositions qui vont permettre de protéger le vivant. Donc c'est pour l'inciter à innover en fait, mais pas forcément innover d'un point de vue technologique, innover dans son modèle économique. Et dire par exemple, ok, tu utilises tel type de matière première. De toute façon, il n'y a aucune entreprise qui est complètement neutre dans la façon de produire. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Il y aura toujours des impacts négatifs, toujours. Mais dans les impacts négatifs, il y a ceux qui peuvent être digérés par les services écosystémiques, par la capacité naturelle. Il y a un exemple, tu fais pipi dans la mer va s'en remettre. Par contre, si tu déverses l'équivalent de toute une station d'épuration avec de l'eau non traitée, là, tu vas quand même vachement détruire l'écosystème à toute cette question de quantité. Donc l'entreprise, il n'y a pas de problème, elle peut générer un certain seuil de pollution. Mais au-delà de ce seuil-là, il faut qu'elle puisse, à minima, restaurer, régénérer, réparer, et que ça soit dans son modèle, que ça soit dans le prix du produit, et dans le prix de location du produit demain. De manière à ce que son bilan net par rapport à la dette environnementale qu'elle creuse lorsqu'elle fabrique la valeur économique, soit remboursé et que ça soit provisionné dans les comptes. Et un autre levier des modèles économiques à visée régénérative, c'est de mettre en place des systèmes comptables en triple capitaux, de manière à ce que l'entreprise, à la fin d'année, puisse démontrer qu'elle a remboursé sa dette environnementale et qu'elle a protégé son capital nature dont dépend l'activité économique, parce que quand il n'y aura plus de capital nature, il n'y aura plus d'activité économique, le capital humain bien sûr, et le capital financier. Mais les trois sont étanches. C'est-à-dire que l'un ne vient pas composer l'autre. Parce qu'aujourd'hui, ce que font beaucoup d'entreprises, dire attendez, je gagne de l'argent, je paye des impôts, je paye des gens, n'arrive pas à m'emmerder, j'émets un peu de CO2 et puis j'artificialise un peu de sol. On ne fait pas d'omelette sans cacher des œufs. Mais ça, tant qu'on était sur une planète où on était 1 milliard d'habitants, avec 7 000 milliards de PIB, enfin jusque dans les années 72, quoi. Bon, c'était presque tolérable. Mais à 8 milliards d'habitants avec 100 000 milliards de PIB, c'est plus possible. On a atteint des limites, encore une fois, qui fait que les externalités négatives produites par les entreprises ne sont plus digérables par les services écosystémiques. Et donc changement climatique, et donc érosion de la biodiversité, et donc effondrement du vivant partout. Voilà le résultat. Donc c'est pas tenable. Ouais, retourner en dessous des capacités, des biocapacités de la Terre. Donc oui, donc pour ça, il faut une certaine déconsommation, j'allais dire décroissance, mais il s'agit de ça. Déconsommation et moins de production, mais ça ne veut pas dire moins d'usage. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la moins de production, ça veut dire qu'il faut accepter de plus partager. Prenons l'exemple des voitures en autopartage. Voitures en autopartage, eh bien, en moyenne, une voiture en autopartage remplace 7 véhicules. C'est pas rien quand même. Donc, ça permet... Tu réduis la pollution et les gaz à effet de serre par 7. Tu réduis pas forcément les gaz à effet de serre par 7 parce que ta voiture va rouler plus longtemps. Donc, en fonctionnement, tu vas pas rien réduire du tout. Au lieu de faire 1 km, tu vas faire 7 km. Par contre, tu as quand même raison, tu en fabriques 7 fois moins. Donc, tu as toute l'énergie grise de fabrication de la voiture et les matériaux qui ont été extraits. Alors là, oui, tu divises par 7, là. Bah oui, forcément. Un bâtiment que tu utilisais à 15% du temps, tu l'utilises à 35% du temps. Bah, tu as moins besoin de fabriquer de mètres carrés. Bah oui, fortement. Vu que tu as un bâtiment, tu fais qu'on appelle transpirer l'assiette, là, tu l'utilises plus sur les différents espaces. Bah, in fine, dans les villes, bah, tu as plus d'espace. Et donc, tu peux remettre de la nature en ville, tu peux faire des corridors, des trams verts, des trams bleus. Et là, les gens, ils veulent quoi? Ils veulent les villes vertes. C'est quand même plus agréable que des villes
hyper minéral où on a tout densifié pour des bâtiments qui sont sous-utilisés. On est complètement cons. Les anthropologues du 22e siècle, quand ils voient l'état de nos villes, ils vont dire, mais attends, c'est quoi ce travail? Ils ont artificialisé partout, il n'y a rien, il n'y a personne dans les bâtiments. Surtout que, oui, surtout que nous, à Bruxelles, les bâtiments sont de plus en plus vides. Il n'y a pas qu'à Bruxelles, hein, c'est dans toutes les grandes villes. Ah ben voilà, c'est-à-dire que les entreprises ne se retrouvent même plus dans ces gros bâtiments qui sont vétustes, qui coûtent super cher. Tu dis, ok, faut qu'on en fasse. Alors il y a des centres culturels qui commencent à mais on pourra pas faire des centres culturels, et puis ça sert à rien. Ah non, on ne pourra pas faire qu'un centre-ville de centre culturel, bien sûr. Voilà, donc, encore une fois, il faut qu'on accepte de faire en sorte que les mètres carrés soient plus partagés, mutualisés, avec des utilisateurs primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires, en fonction de la chronotopie d'usage d'un bâtiment. Ça, c'est pour optimiser l'usage d'un objet construit. Et c'est pareil pour n'importe quel objet de la vie quotidienne, où on peut beaucoup plus partager. Demain, on aura des magasins du partage. Ça existe déjà dans les pays du nord européen, où, dans les plages de la vie, tu as des petits-enfants, mais ils ne restent pas petits très longtemps. Pourquoi acheter un lit à barreaux, une poussette, un pot ça part très vite. Au bout de 4 ans, de toute façon, le gosse, il faut tout changer. Donc, on pourrait imaginer demain, on aura des magasins où les gens iront chercher ces objets qui seront de meilleure qualité, du coup. Parce qu'ils seront dans une logique de pérennité programmée. Exactement. Donc, les roulettes, elles vont... ça grandit, ça va ailleurs. Et puis, hop, on a fini, on le remet en état, on le nettoie, on lui remet un petit coup de peinture s'il faut, hop, et ça repart pour un deuxième foyer. Et ça ne vient pas nous emmerder dans nos garages. Il faut voir les garages qu'on a avec tout un tas de trucs. C'est ça, et c'est le même principe pour la sape, pour les vêtements. Mais c'est partout, pareil. Et donc, mais c'est pas grave, moi maintenant je vends sur le Bon Coin. Mais oui, mais on vend sur le Bon Coin des objets qui sont pas solides, qui sont pas robustes. Donc oui, on peut le revendre une fois, mais la deuxième fois, il va finir par vraiment se casser, il finira à la poubelle. Alors que si le producteur de poussettes, là, il met les roulements à billes qui sont pas des roulements en plastique, là, qui met des trucs robustes, la poussette, au lieu de durer 2 gosses, elle va durer 15 gosses. C'est pas pareil en termes d'empreinte sur C'est comme ça qu'on produisait en plus à l'époque. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Moi, j'ai encore mon père qui est vivant. Il me disait, mais quand il partait à l'école avec un crayon, quand il cassait le crayon, c'était un drame. T'as combien de crayons chez toi? Ah, ouf, mon fils en a pas mal. Oui, voilà. Ouais. Non, mais on se rend même plus compte. Le problème aujourd'hui, on est dans une situation d'abondance. Le problème, c'est pas la rareté encore, c'est l'abondance. C'est ça. Le plateau de l'abondance. Alors certes, on est clairement sur le plateau de l'abondance. Les gens ne se rendent pas compte, mais on est sur le plateau de l'abondance. Mais on est obèse. Après l'attraction, elle fait. Ouais, mais la descente, en vérité, la descente a déjà commencé. On est sur la fin de plateau. Ouais. Alors, on est à la fin sur le plateau sur tout un tas de matières premières d'ailleurs. Et donc là, alors c'est complètement dingue de dire voilà, à partir du moment où on a atteint ce plateau, on veut encore optimiser plus, mais en optimisant plus, on va accentuer encore plus, parce qu'en optimisant, on va encore plus fragiliser le système. Tu as reçu ici Olivier Amand, il l'explique parfaitement bien. Donc, notre objectif avec GenAct, c'est de dire bon, il faut qu'on change les règles comptables pour obliger les entreprises à maintenir leur capital naturel dans leur processus de production, pour que les externalités négatives produites soient d'abord diminuées le plus possible, évidemment, mais qu'on ait mis en place des étages de régénération. Je te donne un exemple. On a été obligé d'artificialiser 200 mètres carrés ou 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés pour construire un hôpital. C'est bien d'avoir un hôpital quand même. Mais par contre, dans le cahier des charges, il y a 1000 mètres carrés sur une friche industrielle qui était polluée, que l'on va remettre en nature, qu'on va faire en sorte qu'il y ait la couverture visuelle qui va bien, qu'on ait demandé à des écologues de s'en occuper, qu'on va mesurer comment la biodiversité va revenir sur ce site-là. Alors tu vas me dire, ça s'appelle la compensation. Non, ça ne s'appelle pas la compensation, parce que l'objectif, c'est pas venir compenser un truc qui a été détruit, ça veut dire régénérer quelque chose qui a été détruit. C'est un petit peu différent quand même. On va régénérer quelque chose qui a été détruit. On ne se donne pas de bonne conscience, on régénère quelque chose qui a été détruit. Et donc, le bilan net pour l'opération, oui, il sera à 0. Et c'est ce qu'il faut. Et en faisant, je te donne un autre exemple sur l'eau, tu utilises 10 000 litres d'eau pour ton process, pour nettoyer je ne sais pas quoi. Est-ce que tu es sûr que tu as mis dans ton process industriel un système pour laver l'eau avant de la rejeter à hauteur de ce que tu as utilisé, avec la même qualité bactériologique?
Ok. Wow. Voilà, c'est pas la même chose. Hein. On n'est plus dans la même. Donc, il faut changer le système comptable. Il faut changer le système de gouvernance. Il faut changer, bien sûr, l'éco-conception des produits pour aller vers des produits ultra robustes pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Changer le modèle d'affaires. Localiser le plus possible. Bien sûr, parce que pour assurer la réparabilité, on doit rentrer sur une logique d'économie de la fonctionnalité. Où on achète mais Fabrice, il faut même changer les écoles. Il faut changer tout. Il faut changer le marketing. Quand tu vas promouvoir ces produits, tu ne promeux pas un produit dont le client va devenir propriétaire. Tu vas passer d'une expérience d'achat à une expérience d'usage. C'est complètement différent. Moi, je pense que c'est ma blague préférée. Je ne sais pas si ton fils ou toi, tu bois encore du lait de temps en temps le matin. Non, fini. Ton fils peut-être encore, il y a peu de temps. Lait de soja. Non, mais peu importe. Peu importe, dis-moi oui. Oui. T'as pas acheté une vache? Ah non, non. Tu l'as mutualisé la vache. Ah de ouf, ouais. Voilà. Il y a tout un tas de mangé la pauvre. Il y a tout un tas de trucs qu'on a déjà mutualisés. Quand tu prends le train, t'achètes pas le train pour toi tout seul. Il est mutualisé. Quand tu prends une route, la route, elle t'appartient pas. Il y a tout un tas de trucs qu'on a su quand même mutualiser. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on apprenne à mutualiser. Dans un studio que nous mutualisons avec d'autres chaînes. Eh bien voilà. Donc encore une fois, c'est pas un gros effort de passer cette économie de la possession à l'économie de l'usage. Je dis pas qu'il faut que tout soit mutualisé, que je sais pas moi, le collier de ta grand-mère que tu veux le garder chez toi parce que il y a pas de problème. Ouais. Ok, mais on n'en est pas là. On n'est pas là. Commençons déjà par mutualiser tout ce qu'on peut mutualiser. Et là, le champ du progrès est juste colossal. Simplement, et puis ça va vider nos armoires de tout un tas de conneries. Et ça crée une nouvelle économie. Et ça crée l'économie de la réparabilité. Ce que beaucoup de gens qui sont très réfractaires au principe de décroissance et un peu au monde d'après, en disant ah mais les gars, sans croissance, il n'y a plus d'économie. Sans vendre un produit, il n'y a plus d'économie. Sans produire massivement, il n'y a plus d'économie. Vous touchez aux emplois, monsieur Bonifay. Eh bien non, mais si, parce qu'en fait, ça va créer encore plus d'emplois. Parce que ça crée des emplois de service. Ça crée des emplois sur la réparabilité. Avant de les jeter, on va les réparer. Et ça, c'est des emplois qui sont en plus locaux. On va pas demander à un Chinois de venir réparer ça. On va pas l'envoyer en avion comme ça se passe avec Back Market. Back Market galère très bien. Tu renvoies loin, ça te revient. Enfin, c'est quand même un principe. Donc c'est d'abord très 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 intéressant en termes d'emploi. C'est des emplois qui ont du sens. C'est des emplois qui sont en contact des clients. C'est génial d'ailleurs comme type d'emploi. On voit aujourd'hui toutes les recycleries, les endroits où on répare les trucs, c'est des contacts humains, c'est extraordinaire ce genre de choses. Et c'est très technique, c'est hyper technique. Parce qu'il faut beaucoup d'ingéniosité pour réparer ces trucs-là. Parce que souvent, il y a des évolutions technologiques, là, il faut pouvoir comprendre comment ça s'est passé, c'est génial. Donc, en termes d'attractivité pour les métiers de demain, le fait de non pas concevoir pour que ça dure très peu de temps, mais concevoir pour que ça dure très longtemps, pour les ingénieurs, c'est hyper excitant de rentrer dans cette logique de pérennité programmée, de dire ah ouais tiens, je vais devoir surdimensionner d'ailleurs, parce que on va devoir rendre un peu plus grassouillés les produits pour qu'ils durent plus longtemps, mais en coût carbone complet, en coût matière, long, bien sûr. Eh bien, bien sûr, on aura peut-être surdimensionné de 10-15% certains équipements, mais comme ça va durer beaucoup plus longtemps, eh bien, on aura dépensé beaucoup moins de matières premières. Faire rebond à l'envers. Exactement. Et c'est pour ça qu'on doit faire décroître la production et la consommation, non pas pour une décroissance infinie, ça n'a aucun sens. Quand on est obèse, ça arrive que les gens soient obèses. C'est la limite de l'obésité, c'est l'arrêt du cœur. Oui, mais quand on est obèse, l'objectif c'est pas de passer de 120 kg à 0. Non, c'est de passer de 120 kg à revenir au poids de forme. Et on est beaucoup mieux quand on est au poids de forme. On est en meilleure santé. Et ça se fait à hauteur de 4-5% par an de ton poids. Pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Et là, une fois qu'on a retrouvé le poids de forme, on est déjà mieux dans son corps, on est en meilleure santé, on contracte moins de maladies. L'objectif, c'est d'y rester. Donc, en fait, l'objectif, c'est de baisser, effectivement, notre consommation, notre production, tout un tas de conneries non essentielles pour préserver l'essentiel, précisément. Puis ensuite, c'est rentrer dans une approche de post-croissance. Et c'est ça les limites planétaires. On revient dans les limites planétaires de manière à ne pas prendre à la nature ce qu'elle est capable de générer par elle-même et surtout
surtout, de faire en sorte de rester à stock fini. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, la Terre est ronde. Donc il faut qu'on reste à stock fini, donc il faut qu'on arrête d'extraire. Il faut qu'on tourne avec une économie où on doit comprendre que les matières premières aujourd'hui, on les a suffisamment sorties de terre, on en a assez, on a un stock qui est largement suffisant aujourd'hui. Si tu considères demain que les villes, que nos objets sont les banques de matériaux pour demain, on n'a plus besoin d'extraire, on en a assez extrait. Et d'ailleurs même, j'irai même plus loin, c'est qu'on va probablement, dans les centres d'enfouissement que l'on a, parce qu'on a des centres d'enfouissement partout, hein, les futures mines, elles sont là. Hein. Les futures mines. Ça veut dire des ferrailleurs-cueilleurs. Mais bien sûr, les futures mines, elles sont là. Il y a souvent des décharges, comme on dit, des décharges, des centres d'enfouissement, qui sont plus concentrés en métaux que n'importe quelle mine classique, où les taux de concentration ne font qu'en baisser. Donc on va réouvrir, je suis persuadé, et c'est déjà le cas d'ailleurs dans les pays très très pauvres, tu les connais aussi, où en fait, les gens, les riches... Ce monde est déjà là. Il existe déjà. Ce monde est déjà là, d'aller de la récupération, elle est déjà là. là. Bien sûr. Voilà. Sauf que maintenant, il faut vraiment aller vers cette économie à haute intensité d'usage des produits, vers la pérennité programmée, de manière à vraiment décourager les industriels qui continuent de fabriquer des produits avec des durées de vie extrêmement courtes, parce que c'est délétère pour le bon fonctionnement du système Terre. Je me permets d'ailleurs de saluer Pape, qui me regarde depuis le Sénégal, et qui est un talent incroyable, qui va récupérer toutes les ferrailles de Vespa, les trucs les plus éclatés, et te refabrique quelque chose, un génie. Il a appris sur le terrain quand il était jeune. Et je vais vous mettre une photo de son compte Insta. Il fait des trucs incroyables, il récupère plein de trucs et il te reconstruit une Vespa qui tourne. Il est passionné de Vespa, et quand tu la vois comme ça, elle est comme neuve des savoirs de demain, en fait, littéralement. Il peut y avoir du détournement d'usage, il peut y avoir effectivement, les Cubains le font très bien aussi. Hein, ah ouais, par contrainte. Non mais attendez, il n'y a pas d'innovation sans contrainte. Hein. Aujourd'hui, on a innové sans prendre en compte les contraintes physiques, les limites planétaires. Ouais. On a vu ce que ça donne. Maintenant, la principale contrainte de l'innovation, ce sont les limites planétaires. C'est celles qui doivent être prises en compte par les industriels. Ils n'ont pas compris ça encore. Il est temps de le comprendre. Parce que, on est sur des stocks finis, et surtout, on ne doit plus utiliser d'énergie fossile qui transforme ces stocks. Parce qu'on dit, attendez, mais qu'est-ce que tu fais demain? On va avoir de l'électricité décarbonée, donc on va pouvoir continuer comme avant. Mais moi, j'ai lu mon petit Jean Covici illustré, l'électricité, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Les 60 autres pourcents, on n'a pas trouvé d'alternative. On ne sait pas faire du ciment décarboné, en tout cas pas à l'échelle où il faudrait le produire. On ne sait pas faire d'acier décarboné, pas à l'échelle où il faudrait le produire. Tous les métaux nécessitent aujourd'hui beaucoup d'énergie fossile pour les fabriquer. Tu as reçu Jean-Baptiste Fressoz qui explique ça depuis personne, la symbiose des énergies. Les engrais, on ne sait pas les faire aujourd'hui sans énergie fossile. Chimie, Et puis tout le système de transport aujourd'hui terrestre, c'est à 99%. C'est une vraie réorganisation. Donc aujourd'hui, de croire qu'on va pouvoir faire la transition énergétique sans faire décroître la taille de l'économie, soit c'est des incompétents, soit c'est des menteurs, soit c'est des imposteurs, mais ça peut être rien d'autre. Donc on sera bien obligé d'abord d'électrifier au maximum, certes, mais il faut avoir conscience que l'électrification, et ça aussi ça a été dit à ton micro, c'est très bien, ça permet de produire de l'électricité sans carbone, hein, mais ça ne veut pas dire sans carbone du tout, parce que la plupart des convertisseurs, ils sont fabriqués en quoi? Avec de l'acier, du cuivre. Et comment c'est fabriqué? C'est à base charbon, gaz. Donc de croire, moi je prends cette métaphore un peu idiote du gars qui se pèse et qui met qu'un seul pied sur la balance. C'est sûr que là, ce qu'il voit comme résultat, c'est pas le résultat qu'il aurait s'il mettait les deux pieds sur la balance. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On en regarde ce qu'on a envie de regarder. Moi, quand je vois ces publicités de bagnoles qui a marqué zéro émission, je dis zéro émission, mais quand elle roule, quand elle est électrique, quand elle roule, mais pour fabriquer la voiture, le châssis, les batteries, le recyclage de la batterie, ça fait combien d'émissions ça? Ça fait que, oui, certes, peut-être que comparé à un véhicule thermique de même gamme, c'est mieux, mais de dire que c'est zéro carbone, c'est faux. Ouais. Sans compter l'impact sur la biodiversité. Bien sûr. Et pour moi, je pense que la biodiversité, c'est vraiment le truc le plus dramatique, parce que vous connaissez les chiffres aussi bien que moi. Enfin, tu as eu des gens extraordinaires qui sont venus à ton micro. 70% de la macrofaune exterminée en 50 ans, 30% des insectes et des oiseaux des champs en 30 ans. On va continuer comme ça? Mais c'est pas possible. Donc, GenAct,
Genact. C'est l'association, et les gens qui s'en occupent sont des bénévoles, qui visent à faire monter en compétence les salariés conscientisés pour mettre en place des modèles d'affaires à visée régénératif. On a donné tous les outils. On a plus de 30 partenaires à terme, on en aura 100 qui apportent des contenus pédagogiques. Et ensuite, on leur propose d'avoir un kit, on leur propose un kit pour qu'ils puissent mettre en place des projets dans leur entreprise, dans leur territoire. Plus on aura de projets, plus c'est un peu comme tu jettes une poignée de graines dans un champ. Bon, bah, tu as des graines qui sont bouffées par les oiseaux, et puis tu en as quelques-unes qui pourrissent, puis il y en a quelques-unes qui fleurissent. Ben là, plus on aura de projets. Il y en a quelques-uns qui. Il y aura essai-erreur. Il y aura essai-erreur, parce qu'on n'a pas. Oui, ça c'est plus facile de faire du regen quand tu fais de l'agriculture que quand tu fabriques des ordinateurs, probablement. Mais on peut faire du regen dans tout. Voilà. Et donc le but c'est d'avoir un maximum de projets pour que progressivement, c'est ça qu'on veut faire avec Genact, qu'il y ait tellement de cas d'usage qui fonctionnent qu'on veut ringardiser l'économie linéaire. Et que ceux qui vont rester dans l'économie linéaire, qui vont dire « Oh putain, je suis toujours dans l'économie linéaire. » Ils vont se sentir mal. Ils vont se sentir mal. Ils vont faire partie du groupe. Et ils vont dire « Oh putain, merde, mon concurrent là, il est passé en économie permacirculaire. Celui-là aussi, moi je suis le dernier en linéaire. » Et que finalement, eh bien, il n'y a pas besoin de la majorité pour ce type de bascule. C'est vrai. On a besoin de 10%, 5-10%, et puis ça va très vite. Et après, ça va très vite. Parce que si dans un domaine donné, tu es le dernier en linéaire, eh ben, tu passes pour un con. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que ceux qui veulent rester en linéaire finissent par passer pour des cons, parce qu'il y aura tout un tas d'entreprises qui seront passées en permacirculaire. C'est ça la grande bascule. Et on veut le faire dans les 10 ans qui viennent. Donc adhérer à Genact. On est passé de la VHS au DVD, du DVD au Blu-ray. On est passé du Blu-ray au numérique. Maintenant, passons du numérique à Genact. Et c'est ça qui, c'est la correcte évolution. Et j'espère que culturellement parlant, parce qu'on n'a pas parlé d'eux, les actionnaires aussi vont adhérer. C'est leur intérêt. C'est leur intérêt pour préserver leurs capitaux à long terme. C'est leur intérêt pour préserver un petit peu de rentabilité. Oui. Beaucoup moins, mais je te l'ai dit tout à l'heure. L'habitabilité de la planète Terre est le plus important. Eh bien, et ce qu'ils vont perdre en profitabilité nette, ils vont le gagner en durabilité, et in fine, ils vont gagner autant. Mais moins, chaque année. Mais ils auront la conscience tranquille en disant, certes, j'ai gagné un petit peu moins de cash, mais j'ai contribué à préserver la vie sur cette planète. Ah, franchement, quand vous voyez moi qui suis bénévole pour Limite et qui... je me dis, quand je gagne un petit truc, je me dis, ah bah ça fait plaisir, je gagne un petit peu moins le mois suivant, je me dis, c'est pas grave, on continue la lutte. Allez, lâchez un peu vos capitaux, toujours voler des 5% là. 5%, ils veulent plus que ça. Oui. S'ils voulaient que 5%, ça serait très bien. Non, il faut se calmer. Il faut se calmer. Et pour ça, bien sûr, j'ai pas eu le temps de te dire, mais vous vivez déjà très bien. On a besoin, c'est surtout les pays dans les pays revenus, on a besoin aussi d'un peu plus de justice sociale entre ceux qui ont trop et ceux qui ont pas assez. Je pense qu'on est moi, quand j'ai commencé ma vie professionnelle il y a très très longtemps, on avait des différentiels de salaire de 1 à 40 déjà dans les entreprises. Bon, maintenant, on est monté à 1 à 200. Bon, là aussi, il faut se calmer. Parce que là, vous dites, ah ben oui, mais 5% pour motiver les talents. Mais il y a peut-être moyen de motiver les talents autrement que par l'argent. C'est une connerie parce que tu motives le talent, puis tu t'habitues à ta situation. Et donc, qu'est-ce qui va motiver encore plus, toi qui arrives à ce palier-là, de recevoir plus? C'est une boucle sans fin. Ouais. Arrête-toi avec ça. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ça n'a aucun sens, surtout que ceux qui pensent qu'effectivement, on ne peut pas attirer. Moi, je dis, ben, prenons le pari. Donc, ok, très bien, on divise par 4 ou 5. Est-ce qu'il n'y aura pas de candidats pour prendre le poste? Ben bien sûr qu'il y aura des candidats pour prendre le poste. Et ça fera peut-être un peu plus de place aussi pour des gens qui n'accèdent pas à ces postes-là, pour des problèmes de cooptation, etc. Et puis peut-être mettre un peu plus de femmes aussi au poste de responsabilité, ça ne nous ferait pas de mal. C'était méga complet. Merci pour ce détour de l'entreprise de demain qui doit commencer dès aujourd'hui. Genact, je vous mets les liens en commentaire, bien entendu, avec plaisir. Ton profil LinkedIn aussi, tu as tendance très souvent à publier, donc ce sera aussi bien sûr disponible. Je te remercie beaucoup. Merci de ton invitation. Avec plaisir, on se reverra certainement, que ce soit ici ou sur le terrain. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Limite. Merci à l'Académie du Climat et à très bientôt. Ciao tout le monde.